Parfois dans l'actualité vient se fracasser de deux rapports, de deux études qui mettent l'une et l'autre en lumière. D'un côté, on a le Secours catholique qui nous dit qu'on n'a jamais eu autant de pauvreté en France. Et puis de l'autre, le cabinet Proxinvest qui sort tous les ans son étude sur les rémunérations des patrons du CAC 40 qui sont en hausse de 12% au plus haut depuis 2003 et qui augmentent beaucoup plus vite que les salariés qui travaillent pour ces boîtes du CAC 40. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint à la rédaction de Marianne. Bon, évidemment, pour vous et comme pour beaucoup de gens, quasiment 6 millions d'euros, 5,77 millions d'euros en moyenne. C'est trop, mais quand on creuse, on se rend compte que c'est biaisé un peu par le top 4, mais ça on en reparlera après. Je peux vous donner quelques chiffres, un peu de name dropping, qui vont vous donner probablement le tournis. Encore que vous êtes familier avec ces montants-là. La palme revient à Bernard Charlès, qui est patron de Dassault Systèmes. Puis vient François-Henri Pinault, avec 17,3, qui est Kering, Carlos Ghosn, ex-Renault, 14,3, et Jean-Paul Agon de L'Oréal avec 9,5. Et vous avez dit que la moyenne, effectivement, c'est 5,8. Ça représente tout de même 277 fois le SMIC. Il y a un problème de décence qui se pose, parce qu'on se dit qu'un individu représente 277 fois le SMIC. Ça pose quand même un problème. Au moment en plus où, vous avez raison, il y a, je dirais, ces rapports sur la pauvreté, mais aussi encore ces gilets jaunes qui vont commémorer les 1 an de leur acte 1. Et effectivement, ça pose tout de même un problème. Et ce problème-là, finalement, il met en lumière un problème pratiquement sociologique. C'est-à-dire que ces patrons-là, sur le plan institutionnel, autour de la table, il y a ce qu'on appelle les comités de rémunération au sein du conseil d'administration et qui fixent les émoluments de ces patrons. Et effectivement, ceux qui fixent ces émoluments, ce sont des administrateurs qui viennent en gros du même monde, qui manient les mêmes standards, les mêmes montants à plusieurs zéros. Et c'est à multiples zéros. Ouais, après, la réalité des chiffres, elle est là. C'est une moyenne, 5,77 millions d'euros. Voilà, hausse, encore une fois, de 12%, 2 à 3 fois plus vite que la hausse des salaires, donc encore une fois, des collaborateurs. Après, juste petit bémol quand même, ce chiffre, cette hausse, cette moyenne de 5,7 est biaisée. Cette hausse, en tout cas, elle est biaisée par le top 4. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, elle s'explique par les rémunérations. On voit là, pour le coup, de Jean-Paul Agon, cette hausse de rémunération de Jean-Paul Agon, ou même du patron de Dassault Systèmes, Bernard Charlès. Donc, certains parleront de dérive, mais cette dérive est concentrée sur les 4 premiers. Si on regarde le reste, d'ailleurs, même sur le SBF 120, on se rend compte de quoi? Les rémunérations des patrons des 120 plus grosses boîtes en France sont en baisse de 4%. À 3,6 millions d'euros. 3,6 millions d'euros, c'est beaucoup, mais c'est en baisse. Donc le top 4 biaise un petit peu, encore une fois, la moyenne. Alors ça accrédite la thèse que je conteste, mais la thèse selon laquelle il y aurait, je dirais, une sorte, même au sein de l'élite, il y aurait une sorte de crème absolue de l'élite, où on a les leaders mondiaux qui effectivement sont, je dirais, hors normes, sont même décalés avec les autres. Non mais si on retravaillait encore une fois ce top 40, environ les 4 premiers qui ont eu une très forte hausse, on aurait peut-être des hausses plus raisonnables, ça reste ça je voulais dire. Oui, c'est vrai, mais revenons sur ces 4 premiers. Mais parce que ce sont des leaders mondiaux, pardon. Mais, alors si je me fais l'avocat du diable, pardon, mais on a vu Bernard Charlès, il a fait Dassault Systèmes un leader mondial de logiciels 3D, L'Oréal dans la cosmétique, enfin on a vu, les résultats partout dans le monde sont exceptionnels. Voilà, il y a de la performance derrière pour l'entreprise. Alors, c'est pas un dû. Un dû en un seul mot. Oui, j'ai bien compris, encore on pourra en débattre. Mais là, vous vous placez, et vous avez raison, il faut le faire. Plus sur le terrain moral, mais sur le terrain de la rationalité économique. Évidemment. Après tout, s'il contribue à augmenter la valeur de l'entreprise, eh bien, c'est quelques millions au regard de la somme des profits engendrés, c'est pas si important. Moi, je conteste cette idée-là parce qu'elle vise à dire qu'au fond, il y a une corrélation évidente entre la performance et la rémunération. Or, pour avoir travaillé un peu sur le sujet, il y a cette corrélation, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Chez Dassault Systèmes, elle l'est. Pour beaucoup, elle l'est moins chez Technique, FMC. Le patron, il prend 11 millions d'euros. La boîte a perdu 1 milliard d'euros l'an dernier. Donc là, pour le coup… Mais attention,
si on juge, si on essaye de faire cet effort de corrélation, il faut regarder ça sur un peu plus long terme quand même. Hein. Ouais. Vous avez raison sur Dassault Systèmes, mais si on regarde ça sur un peu plus long terme, notamment sur la question de Renault par exemple, et puis de le comparer avec des boîtes qui sont, je dirais, voisine, Kering, si vous comparez avec LVMH, vous vous apercevez que la rentabilité de Kering, elle est très bonne. Mais bon, ils sont dans un univers luxe où il est plus facile d'avoir une bonne rentabilité que dans l'automobile ou dans l'industrie. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il n'y a pas cette corrélation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un marché mondial. Ce n'est pas un marché mondial, ce n'est pas un marché libre et fluide. Les vrais libéraux devraient contester cela en disant, ben non, ce n'est pas un marché mondial. Regardez, le monde des footballeurs, c'est un vrai marché. C'est-à-dire que vous avez des footballeurs qui réussissent pas, eh bien, ils sont rétrogradés dans une division inférieure tout de suite après. Là, on n'assiste pas à des rétrogradations. Vous n'avez pas un constructeur automobile qui ne réussit pas et qui, le lendemain, prend la tête du 12e ou 15e constructeur mondial. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est un univers qui n'est pas régi véritablement par une notion de marché, mais qui est plutôt un univers de coudoiement, de proximité académique, institutionnelle, qui est incontestable et qui fausse cette logique-là. Ouais. C'est en ce sens que si on se place sur l'argument de la rationalité économique, il est aussi contestable. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas un marché de l'art, ce n'est pas un marché de la rareté. Les footballeurs, oui, c'est un marché de la rareté. Oui, mais quand les performances économiques suivent, moi je trouve ça pas aberrant que encore une fois, que le grand patron gagne bien sa vie, si les résultats et encore une fois sont derrière et que tout le monde en profite, notamment les salariés. Il faut que les salariés en profitent. Là, la question, c'est de voir qu'effectivement les salariés, la hausse des salaires est 3 fois plus lente. Oui. Que celle du grand patron. Et là, pour le coup, ça, c'est discutable. C'est discutable, effectivement. Et puis, moi, je pense que c'est aussi discutable d'un autre point de vue, et y compris même au regard de la stratégie et de la rentabilité future du groupe. C'est-à-dire que cette différence-là, elle va beaucoup venir, non pas du salaire fixe, ou même pas du variable, du bonus proprement dit, mais de tout ce qui est action gratuite ou stock option. C'est-à-dire donc, on interdit tout ça ? C'est ça qu'on... Alors, attendez, au-delà de ça, c'est que si vous essayez de créer une corrélation entre le cours de bourse qui augmente, la valeur de l'entreprise qui augmente. Je le vois venir. La préférence pour le court terme, c'est ça ? Il y a une préférence pour le court terme. Et le salaire du patron et les rémunérations du grand patron. Et on voit il fera tout pour maximiser son cours de bourse. Et ils sont extrêmement dépendants. Parce qu'on a essayé de corréler la performance des actions avec le salaire. Vous allez me dire, c'est pas mal finalement. Oui. Mais les intérêts des actionnaires à très court terme, et du grand patron, les intérêts sont alignés pour le coup là. Ils sont alignés, mais au fond, est-ce que c'est ça une entreprise ? Est-ce que c'est un alignement entre l'actionnariat et le gestionnaire ? Cette question-là, dès les années 30, elle est soulevée par des gens comme Keynes qui estiment que justement, il faut qu'il y ait une distinction entre la gestion et la propriété. Et la loi Pacte, elle essaye de revenir là-dessus en redéfinissant ce qu'est l'entreprise. Le rôle. Le rôle de l'entreprise, est-ce qu'elle a un objet social qui en soi dépasse l'objet et l'intérêt des différentes parties prenantes. C'est un sujet de philosophique, on ne va pas y entrer dans ce sujet-là. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites en sorte que sur le plan patrimonial, le patron devient... sa destinée patrimoniale est liée à 3 ou 4 séances de bourse, eh bien vous allez avoir une gestion très court-termiste avec une dictature encore plus forte des résultats trimestriels. Et à la fin, tout le monde y perd. Le patron parce qu'il prend trop de risques, les salariés parce que ça devient la variable d'ajustement, et quelque part l'entreprise aussi. Donc le conseil au final c'est quoi votre préconisation, votre idée? C'est on sucre, on arrête les bonus, on arrête les actions gratuites? Mais non, on ne peut pas faire ça. Si le reste du monde en fait, on ne peut pas s'isoler du reste du monde. Je vais vous surprendre, mais je ne suis pas du tout favorable à l'interdiction. Ah. Non, vous me surprenez. Et même à l'idée de limiter. Mais ça cache quelque chose, je le connais. Oui, parce que il est à double détente, le gars. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous dites, là, vous êtes limité à 2 millions, c'est bien assez, etc. Mais cet argent que vous ne donnez pas, qui est donné par les actionnaires, parce que ce sont les actionnaires, hormis les sociétés détenues par l'État, hormis cela, ce sont des actionnaires qui paient. Bon, ce sont des actionnaires aussi qui contestent en assemblée éventuellement. Mais
au fond, si vous limitez, vous capez, comme disent les analystes, les rémunérations de ces patrons, eh bien, ils seront transformés en dividendes au bénéfice des actionnaires. Ça n'ira pas dans les poches des salariés, des collaborateurs. Malheureusement, puis non, ça n'ira pas. Ça devait y aller, de manière, vu le nombre de collaborateurs, ça serait des quenouilles. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il faut au contraire fiscaliser. Ah. Il faut largement les fiscaliser. C'est les actionnaires qui vous paient, très bien, les Morgan Stanley, les banques américaines, les AXA, etc. Très bien, eh bien qu'on les paie. Mais à ce moment-là, eh bien, ils participent. L'État leur prend tout. Non, pas tout. Mais attendez, je vous prends au mot. Barack Obama, en 2009, 2008, au lendemain de la crise des subprimes, il institue une sorte de châtiment fiscal. 90% d'impôts pour les patrons. Pour les patrons d'AIG. Ah bah oui, mais c'est un cas spécifique. Pour les patrons d'AIG, il y a eu la fraude. C'était pas uniquement les patrons d'AIG, mais il y a eu à un moment donné une très très forte augmentation de la fiscalité des patrons. On est monté jusqu'à 90%. Il se trouve qu'il y a l'arrêt du Conseil constitutionnel qui considère qu'à un certain niveau, c'est confiscatoire. Mais on pourrait en débattre de cela. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites cela, eh bien, effectivement, les actionnaires vont payer, mais ils contribueront, les patrons, en étant largement fiscalisés, qui paient des impôts au bénéfice de la collectivité nationale. C'est pas ça qui nous fera tendre vers un équilibre budgétaire. Mais bon, oui, à ce moment-là, tout est arbitrage. Oui. Allez, on voit la couverture de Marianne cette semaine. Le fisc, elle sait s'évader 1,8 milliard d'euros. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que vous avez, même pas en 30 secondes, en 20 secondes, c'est que vous avez une sorte d'injonction contradictoire où on a de plus en plus d'entreprises qui se créent, de plus en plus d'entreprises à contrôler et de moins en moins de contrôleurs. Et donc, au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une fraude qui augmente. Il est précis, hein, pour le coup. Nous avons eu un document qui vient du syndicat solidaire de Bercy. Qui en général est bien informé. Et qui en général est très bien informé, heureusement ou malheureusement. Ça dépend comment on se place. Allez, merci beaucoup donc Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne. Merci. Merci.